Je vais vous lire L'Ingénu, chapitre 9, arrivée de l'Ingénu à Versailles, sa réception à la cour. L'Ingénu débarque en pot de chambre dans la cour des cuisines. Il demande aux porteurs de chaises à quelle heure on peut voir le roi. Les porteurs lui rient au nez, tout comme avait fait l'amiral anglais. Il les traita de même, il les battit. Ils voulurent lui rendre, et la scène allait être sanglante s'il n'eût passé un garde du corps, gentilhomme breton, qui écarta la canaille. Monsieur, lui dit le voyageur, vous me paraissez un brave homme. Je suis le neveu de monsieur le prieur de Notre-Dame de la Montagne. J'ai tué des Anglais, je viens parler au roi. Je vous prie de me mener dans sa chambre. Le garde, ravi de trouver un brave de sa province qui ne paraissait pas au fait des usages de la cour, lui apprit qu'on ne parlait pas ainsi au roi, et qu'il fallait être présenté par monseigneur de Louvois. Eh bien, menez-moi donc chez monseigneur de Louvois, qui sans doute me conduira chez sa majesté. Il est encore plus difficile, répliqua le garde, de parler à monseigneur de Louvois qu'à sa majesté. Mais je vais vous conduire chez monsieur Alexandre, le premier commis de la guerre. C'est comme si vous parliez au ministre. Ils vont donc chez ce monsieur Alexandre, premier commis, et ils ne purent être introduits. Il était en affaire avec une dame de la cour, et il y avait ordre de ne laisser entrer personne. Eh bien, dit le garde, il n'y a rien de perdu. Allons chez le premier commis de monsieur Alexandre. C'est comme si vous parliez à monsieur Alexandre lui-même. Le Huron, tout étonné, le suit. Ils restent ensemble une demi-heure dans une petite antichambre. Qu'est-ce donc que tout ceci, dit l'ingénu? Est-ce que tout le monde est invisible dans ce pays-ci? Il est bien plus aisé de se battre en Basse-Bretagne contre les Anglais que de rencontrer à Versailles les gens à qui on a affaire. Il se désennuya en racontant ses amours à son compatriote. Mais l'heure, en sonnant, rappela le garde du corps à son poste. Ils se promirent de se revoir le lendemain, et l'ingénu resta encore une autre demi-heure dans l'antichambre en rêvant à mademoiselle de Saint-Yves et à la difficulté de parler au roi et au premier commis. Enfin le patron parut. Monsieur, lui dit l'ingénu, si j'avais attendu pour repousser les Anglais aussi longtemps que vous m'avez fait attendre mon audience, ils ravageraient actuellement la Basse-Bretagne tout à leur aise. Ces paroles frappèrent le commis. Il dit enfin au Breton, que demandez-vous? Récompense, dit l'autre, voici les titres. Il lui étala tous ses certificats. Le commis lut et lui dit que probablement on lui accorderait la permission d'acheter une lieutenance. Moi, que je donne de l'argent pour avoir repoussé les Anglais, que je paye le droit de me faire tuer pour vous, pendant que vous donnez ici vos audiences tranquillement? Je crois que vous voulez rire. Je veux une compagnie de cavalerie pour rien. Je veux que le roi fasse sortir mademoiselle de Saint-Yves du couvent et qu'il me la donne par mariage. Je veux parler au roi en faveur de 50 000 familles que je prétends lui rendre. En un mot, je veux être utile, qu'on m'emploie et qu'on m'avance. Comment vous nommez-vous, monsieur qui parlait si haut? Oh oh, reprit l'ingénu, vous n'avez donc pas lu mes certificats. C'est donc ainsi qu'on en use? Je m'appelle Hercule de Kercabon. Je suis baptisé, je loge au Cadran Bleu et je me plaindrai de vous au roi. Le commis conclut, comme les gens de Saumur, qu'il n'avait pas la tête bien saine et n'y fit pas grande attention. Ce même jour, le révérend père de la Chaise, confesseur de Louis XIV, avait reçu la lettre de son espion qui accusait le breton Kercabon de favoriser dans son cœur les Huguenots et de condamner la conduite des Jésuites. Monsieur de Louvois, de son côté, avait reçu une lettre de l'interrogant bailli qui dépeignait l'ingénu comme un garnement qui voulait brûler les couvents et enlever les filles. L'ingénu, après s'être promené dans les jardins de Versailles, où il s'ennuya après avoir soupé en Huron et bas-breton, s'était couché dans la douce espérance de voir le roi le lendemain, d'obtenir mademoiselle de Saint-Yves en mariage, d'avoir au moins une compagnie de cavalerie et de faire cesser la persécution contre les Huguenots. Il se berçait de ces flatteuses idées quand la maréchaussée entra dans sa chambre. Elle se saisit d'abord de son fusil à 2 coups et de son grand sabre. On fit un inventaire de son argent comptant, et on le mena dans le château que fit construire le roi Charles V, fils de Jean II, auprès de la rue Saint-Antoine, à la porte des Tournelles. Quel était en chemin l'étonnement de l'ingénu, je vous le laisse à penser. Il crut d'abord que c'était un rêve. Il resta dans l'engourdissement. Puis, tout à coup, transporté d'une fureur qui redoublait ses forces, il prend à la gorge 2 de ses conducteurs qui étaient avec lui dans le carrosse, les jette par la portière, se jette après eux et entraîne le 3e qui voulait le retenir. Il tombe de l'effort, on le lie, on le remonte dans la voiture. Voilà donc, disait-il, ce que l'on gagne à chasser les Anglais de la Basse-Bretagne. Que dirais-tu, belle Saint-Yves, si tu me voyais dans cet état?
On arrive enfin au gîte qui lui était destiné. On le porte en silence dans la chambre où il devait être enfermé, comme un mort qu'on porte dans un cimetière. Cette chambre était déjà occupée par un vieux solitaire de Port-Royal nommé Gordon, qui y languissait depuis 2 ans. Tenez, lui dit le chef des sbires, voilà de la compagnie que je vous amène. Et sur le champ, on referma les énormes verrous de la porte épaisse, revêtue de larges barres. Les 2 captifs restèrent séparés de l'univers entier. Chapitre 10. L'ingénu enfermé à la Bastille avec un janséniste. Monsieur Gordon était un vieillard frais et serein qui savait 2 grandes choses, supporter l'adversité et consoler les malheureux. Il s'avança d'un air ouvert et compatissant vers son compagnon et lui dit en l'embrassant « Qui que vous soyez qui venez partager mon tombeau, soyez sûr que je m'oublierai toujours moi-même pour adoucir vos tourments dans l'abîme infernal où nous sommes plongés. Adorons la providence qui nous y a conduits, souffrons en paix et espérons. » Ces paroles firent sur l'âme de l'ingénu l'effet des gouttes d'Angleterre qui rappellent un mourant à la vie et lui font entr'ouvrir des yeux étonnés. Après les premiers compliments, Gordon, sans le presser de lui apprendre la cause de son malheur, lui inspira par la douceur de son entretien et par cet intérêt que prennent 2 malheureux l'un à l'autre, le désir d'ouvrir son cœur et de déposer le fardeau qui l'accablait. Mais il ne pouvait deviner le sujet de son malheur. Cela lui paraissait un effet sans cause, et le bonhomme Gordon était aussi étonné que lui-même. « Il faut, dit le janséniste au Huron, que Dieu ait de grands desseins sur vous, puisqu'il vous a conduit du lac Ontario en Angleterre et en France, qu'il vous a fait baptiser en Basse-Bretagne et qu'il vous a mis ici pour votre salut. Ma foi, répondit l'ingénu, je crois que le diable s'est mêlé seul de ma destinée. Mes compatriotes d'Amérique ne m'auraient jamais traité avec la barbarie que j'éprouve. Ils n'en ont pas l'idée. On les appelle sauvages, ce sont des gens de bien grossiers, et les hommes de ce pays-ci sont des coquins raffinés. Je suis, à la vérité, bien surpris d'être venu de l'autre monde pour être enfermé dans celui-ci sous 4 verrous avec un prêtre. Mais je fais réflexion au nombre prodigieux d'hommes qui partent d'un hémisphère pour aller se faire tuer dans l'autre, ou qui font naufrage en chemin, et qui sont mangés par les poissons. Je ne vois pas les gracieux desseins de Dieu sur tous ces gens-là. On leur apporta à dîner par un guichet. La conversation roula sur la providence, sur les lettres de cachet, et sur l'art de ne pas succomber aux disgrâces auxquelles tout homme est exposé dans ce monde. Il y a 2 ans que je suis ici, dit le vieillard, sans autre consolation que moi-même et des livres. Je n'ai pas eu un moment de mauvaise humeur. Ah, monsieur Gordon, s'écria l'ingénu, vous n'aimez donc pas votre marraine? Si vous connaissiez comme moi mademoiselle de Saint-Yves, vous seriez au désespoir. À ces mots, il ne put retenir ses larmes et se sentit alors un peu moins oppressé. Mais, dit-il, pourquoi donc les larmes soulagent-elles? Il me semble qu'elles devraient faire un effet contraire. Mon fils, tout est physique en nous, dit le bon vieillard, toute sécrétion fait du bien au corps, et tout ce qui le soulage l'âme. Nous sommes les machines de la providence. L'ingénu, qui, comme nous l'avons dit plusieurs fois, avait un grand fond d'esprit, fit de profondes réflexions sur cette idée dont il semblait qu'il avait la semence en lui-même. Après quoi il demanda à son compagnon pourquoi sa machine était depuis 2 ans sous 4 verrous. Par la grâce efficace, répondit Gordon, je passe pour janséniste. J'ai connu Arnaud et Nicole, les jésuites nous ont persécutés. Nous croyons que le pape n'est qu'un évêque comme un autre, et c'est pour cela que le père de la Chaise a obtenu du roi, son pénitent, un ordre de me ravir sans aucune formalité de justice, le bien le plus précieux des hommes, la liberté. Voilà qui est bien étrange, dit l'ingénu. Tous les malheureux que j'ai rencontrés ne le sont qu'à cause du pape. À l'égard de votre grâce efficace, je vous avoue que je n'y entends rien, mais je regarde comme une grande grâce que Dieu m'ait fait trouver dans mon malheur un homme comme vous, qui verse dans mon cœur des consolations dont je me croyais incapable. Chaque jour, la conversation devenait plus intéressante et plus instructive. Les âmes des 2 captifs s'attachaient l'une à l'autre. Le vieillard savait beaucoup, et le jeune homme voulait beaucoup apprendre. Au bout d'un mois, il étudia la géométrie. Il la dévorait. Gordon lui fit lire la physique de Roe, qui était encore à la mode, et il eut le bon esprit de n'y trouver que des incertitudes. Ensuite, il lut le premier volume de la recherche de la vérité. Cette nouvelle l'éclaira. Quoi, dit-il, notre imagination et nos sens nous trompent à ce point? Quoi, les objets ne forment point nos idées, et nous ne pouvons nous les donner nous-mêmes? Quand il eut lu le second volume, il ne fut plus si content, et il conclut qu'il est plus aisé de détruire que de bâtir.
Son confrère, étonné qu'un jeune ignorant fît cette réflexion qui n'appartient qu'aux âmes exercées, conçut une grande idée de son esprit et s'attacha à lui davantage. Votre malebranche, lui dit un jour l'ingénu, me paraît avoir écrit la moitié de son livre avec sa raison, et l'autre avec son imagination et ses préjugés. Quelques jours après, Gordon lui demanda « Que pensez-vous donc de l'âme, de la manière dont nous recevons nos idées, de notre volonté, de la grâce du libre arbitre ?» « Rien, lui répartit l'ingénu. Si je pensais quelque chose, c'est que nous sommes sous la puissance de l'être éternel comme les astres et les éléments, qu'il fait tout en nous, que nous sommes de petites roues de la machine immense dont il est l'âme, qu'il agit par des lois générales et non par des vues particulières. Cela seul me paraît intelligible. Tout le reste est pour moi un abîme de ténèbres. Mais mon fils, ce serait faire Dieu auteur du péché. Mais mon père, votre grâce efficace ferait Dieu auteur du péché aussi, car il est certain que tous ceux à qui cette grâce serait refusée pécheraient, et qui nous livre au mal n'est-il pas l'auteur du mal? Cette naïveté embarrassait fort le bonhomme. Il sentait qu'il faisait de vains efforts pour se tirer de ce bourbier, et il entassait tant de paroles qui paraissaient avoir du sens et qui n'en avaient point, dans le goût de la prémotion physique, que l'ingénu en avait pitié. Cette question tenait évidemment à l'origine du bien et du mal. Et alors qu'il fallait que le pauvre Gordon passât en revue la boîte de Pandore, l'œuf d'Orosmade percé par Ahriman, l'intimité entre Typhon et Osiris, et enfin le péché originel, et ils couraient l'un et l'autre dans cette nuit profonde sans jamais se rencontrer. Mais enfin ce roman de l'âme détournait leur vue de la contemplation de leur propre misère, et par un charme étrange, la foule des calamités répandues sur l'univers diminuait la sensation de leur peine. Ils n'osaient se plaindre quand tout souffrait. Mais dans le repos de la nuit, l'image de la belle Saint-Yves effaçait dans l'esprit de son amant toutes les idées de métaphysique et de morale. Il se réveillait les yeux mouillés de larmes, et le vieux janséniste oubliait sa grâce efficace, et l'abbé de Saint-Cyran et Jansénus pour consoler un jeune homme qui croyait en péché mortel. Après leur lecture, après leur raisonnement, ils parlaient encore de leurs aventures, et après avoir inutilement parlé, ils lisaient ensemble ou séparément. L'esprit du jeune homme se fortifiait de plus en plus. Il serait surtout allé très loin en mathématiques sans les distractions que lui donnait mademoiselle de Saint-Yves. Il lut des histoires, elles l'attristèrent. Le monde lui parut trop méchant et trop misérable. En effet, l'histoire n'est que le tableau des crimes et des malheurs. La foule des hommes innocents et paisibles disparaît toujours sur ces vastes théâtres. Les personnages ne sont que des ambitieux pervers. Il semble que l'histoire ne plaise que comme la tragédie qui languit si elle est animée par les passions, les forfaits et les grandes infortunes. Il faut armer Clio du poignard comme Melpomène. Quoique l'histoire de France soit remplie d'horreurs ainsi que toutes les autres, cependant elle lui parut si dégoûtante dans ses commencements, si sèche dans son milieu, si petite enfin, même du temps de Henri IV, toujours si dépourvue de grands monuments, si étrangère à ces belles découvertes qui ont illustré d'autres nations, qu'il était obligé de lutter contre l'ennemi pour lire tous ces détails de calamités obscures resserrés dans un coin du monde. Gordon pensait comme lui. Tous deux riaient de pitié quand il était question des souverains de Fezensac, de Fezensaguet et d'Astrarac. Cette étude, en effet, ne serait bonne que pour leurs héritiers s'ils en avaient. Les beaux siècles de la République romaine le rendirent quelque temps indifférent pour le reste de la terre. Le spectacle de Rome victorieuse et législatrice des nations occupait son âme entière. Il s'échauffait en contemplant ce peuple qui fut gouverné 700 ans par l'enthousiasme de la liberté et de la gloire. Ainsi se passaient les jours, les semaines, les mois, et il se serait cru heureux dans le séjour du désespoir s'il n'avait point aimé. Son bon naturel s'attendrissait encore sur le prieur de Notre-Dame de la Montagne et sur la sensible Kercabon. « Que penseront-ils, répétait-il souvent, quand ils n'auront point de mes nouvelles? Ils me croiront un ingrat. » Cette idée le tourmentait. Il plaignait ceux qu'il aimait beaucoup plus qu'il ne se plaignait lui-même. Vous pouvez recevoir mon analyse complète de cette œuvre en cliquant sur le lien correspondant dans la description en dessous de cette vidéo.